j'ai choisi de me lancer dans la classe inversée un peu plus de 2 ans. Le constat, c'était simple. Au départ, c'était la passivité de certains élèves, le manque de motivation. Et du coup, j'ai essayé d'y remédier. Alors, par des formes assez simples au départ, assez classiques. Et puis, j'ai découvert la classe inversée. Donc, je me suis lancé dedans avec une classe puis plusieurs. J'avais un sentiment de décalage entre ce que j'envisageais pour l'école en fait et ce que je pouvais vraiment lui apporter. Donc j'ai voulu aussi m'ancrer peut-être de manière un peu plus profonde dans une école du XXIe siècle et de proposer des modèles d'enseignement un peu plus adaptés au public auquel j'enseignais notamment en appuyant sur les outils dont on a la chance de bénéficier ici. Et puis une autre raison, c'était la volonté d'optimiser mon temps de présence en classe. J'ai l'impression de ne pas être toujours très utile, de ne pas vraiment apporter, ou d'apporter à un groupe classe, mais pas à l'individu. Et basculer en classe inversée m'a permis d'être plus centré sur les élèves en tant qu'individu, plutôt qu'en groupe classe. Alors il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la pédagogie par compétences, j'ai voulu faire un petit bilan de connaissances en début d'année pour des 5e, dont j'avais eu beaucoup d'élèves en 6e. Et ce test s'était révélé catastrophique pour les élèves. Ils avaient presque oublié tout ce qu'on avait vu précédemment. Même de bons élèves qui avaient réussi leurs évaluations se retrouvaient avec très très peu de connaissances. Et là, je me suis vraiment posé la question de mon travail, de à quoi je servais. En tant que surtout prof d'histoire-géographie, où on a un apport de connaissances relativement important, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème dans la transmission, dans l'assimilation des connaissances. Et donc j'ai commencé un peu à explorer des pistes nouvelles à ce moment-là. Alors le projet, c'est d'abord une remise en question tout simplement professionnelle par rapport à un questionnement sur mettre les élèves plus en activité, faire en sorte qu'ils s'ennuient moins. Moi, je m'ennuyais aussi un petit peu. Je me suis beaucoup inspirée aussi de mon collègue Alexandre Ballet, que vous allez voir également, de collègues que j'ai croisés sur Twitter aussi. Je vais voir aussi du côté des jeunes générations, parce que moi, ça fait 25 ans que j'enseigne. Et puis, il arrive un moment où il faut se renouveler aussi. Alors en fait, je suis parti du constat que mes élèves avaient beaucoup d'a priori sur les mathématiques, à savoir que les maths c'était quelque chose de très compliqué, d'inabordable et que de toute façon on aurait des mauvaises notes. Donc à la base, je suis parti sur une démarche de ludification où j'ai voulu rendre ça beaucoup plus attrayant et beaucoup plus attractif pour mes élèves. Et donc au final, en a découlé des activités où les élèves sont beaucoup plus actifs et construisent leur apprentissage. Alors à cette époque-là, j'ai rencontré notamment grâce à Internet Anthony Lozac qui a fait une restitution d'une conférence de Dominique Rollin, qui était directeur du CRDP d'Orléans, me semble-t-il. Et dans cette conférence, il disait « Enseignants, vous ne survivrez pas longtemps à la simple transmission de connaissances ». Et ça fait tilt, si je peux dire, entre ce que je venais de faire avec mes élèves et puis cette conférence. Et je me dis oui, effectivement, si on continue comme ça, avec Internet, avec l'apport d'Internet, Wikipédia par exemple, je vais devenir obsolète. Si je reste uniquement dans cette simple transmission de connaissances, ce bourrage de crâne, et qu'il en reste si peu, je suis payé bien cher pour pas beaucoup de résultats. Et puis, il y avait très longtemps que je m'intéressais à Freinet, à la pédagogie de Freinet, notamment sur tout le travail d'autonomie des élèves, sur leur possibilité de faire des choix. Et la contrainte des programmes, la contrainte de l'horaire m'empêchait absolument de pouvoir mener à bien des exposés un peu libres, des travaux, des choix d'exposés, etc. Et donc la conjonction de ces conférences, des entretiens que j'ai eus avec Anthony Lozac, et puis ce que je savais un petit peu de Freinet m'a amené vers la pédagogie inversée. Et c'est vrai que le travail de David Bouchillon, par exemple, a été un déclic où, par ce biais-là, je trouvais enfin du temps en classe pour que mes élèves soient réellement au travail, réellement en activité, et non pas simplement dans une simple bourrage de crâne où ils copiaient du cours au tableau, où je dictais, mais vraiment pouvoir avoir du temps long pour travailler. Alors, pourquoi une démarche de classe inversée? D'abord parce que ça résulte d'une insatisfaction. L'insatisfaction par rapport à ce que je qualifierais les méthodes traditionnelles d'enseignement, c'est-à-dire un cours facial, un cours descendant, dans lequel les élèves sont relativement passifs. Et deuxièmement, ça entre en complémentarité avec une démarche qui est engagée depuis relativement longtemps au lycée sur la mise de ressources numériques sur des blogs à disposition des élèves et sur la construction de blogs par les élèves. Donc la classe inversée, finalement, est le point final de la démarche engagée depuis quelques années.
Et paradoxalement, on s'est rendu compte en travaillant un peu dessus avec des collègues que la démarche de classe inversée, si elle est très fréquente au collège ou si elle est très fréquente dans le post-bac, est relativement absente dans le cycle lycée. Alors qu'a priori, elle nous paraît justement très bien adaptée au cycle lycée. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il serait dommage de ne pas réinvestir tout le travail qui est fait par les collègues dans le collège et qui va ensuite trouver son point summum, enfin son summum dans le travail des universitaires. Mais aussi parce que pour nous, la démarche de classe inversée, ça permet de nous concentrer sur un travail qualitatif et non plus d'empiler des connaissances et de travailler dans une dimension quantitative qui est de moins en moins pertinente aujourd'hui. Ça permet de faire travailler les élèves avec plus d'autonomie, ce qui sera impératif pour leur réussite au niveau du système universitaire. Mais aussi et surtout principalement, ça nous permet de pouvoir travailler sur les savoir-faire plutôt que sur les savoirs, de donner une dimension transversale puisque d'autres collègues du lycée travaillent dans une démarche de classe inversée. Et peut-être de manière surtout essentielle, ça nous permet de faire un enseignement beaucoup plus à la carte parce qu'on va mettre des ressources à disposition des élèves en fonction de leurs besoins spécifiques. C'était aussi au départ parce qu'à la maison, il fallait faire des choses qui soient simples. Très souvent, quand on leur donnait du travail à la maison, des exercices, on s'apercevait qu'une partie ne le faisait pas, soit qu'ils n'avaient pas envie de le faire parce que ça allait leur coûter trop de temps, soit qu'ils n'en avaient pas les capacités de le faire. Et souvent, certains n'ont pas l'aide nécessaire à la maison et résultat, ils se retrouvent sans aide, étant impuissants, et puis ils finissent par abandonner à l'activité qu'on leur propose. Donc l'idée, c'était de relayer à la maison des choses simples et de faire les choses plus complexes en classe avec le professeur. Ma démarche concernant la classe inversée, c'est une démarche à la fois individuelle et à la fois collective. J'ai une réponse de Normand, mais en fait c'est une réalité, c'est les deux. Alors la partie individuelle, elle est pour un renouvellement, pour comment dire, augmenter une efficacité pédagogique, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'élèves qui n'ont pas accès à ce que moi j'estime être une chance, qui est la culture dans l'éducation nationale. C'est une dimension, bon alors elles sont toutes belles, les dimensions scolaires évidemment, je les aime toutes, mais celle-là, c'est celle que j'ai choisie en tant que métier. Donc ma démarche personnelle, c'est un amour de ma discipline, parce que c'est ma formation et j'ai ce chemin, et en même temps la volonté de la faire partager au plus grand nombre possible. Et puis moi aussi, par rapport à mon métier, c'est-à-dire d'être heureux dans mon métier. C'est très important pour moi, c'est-à-dire que je ne peux pas enseigner sans en prendre plaisir. Voilà, ça c'est impossible. Alors après, la démarche collective, on travaille avec beaucoup de groupes différents. Alors, je travaille beaucoup sur Twitter avec une entité Edmuse, qui c'est la balise, une balise, voilà, qui sont des profs engagés dans le même chemin. On est copains, on se connaît, on rigole ensemble, et puis c'est grâce à cette humanité qu'on avance en fait, parce que sans ça, on peut pas, enfin moi je peux pas concevoir de travailler avec une rigidité. Nous, on est au contraire dans le même esprit. On est dans, j'ai l'impression, enfin progressiste, humaniste, on essaie d'avoir de la bonne humeur, une bonne ambiance, et on est en contact quotidiennement. Enfin, ce sont des maîtres pour moi, ce sont des gens, des modèles. Absolument, non, c'est vrai. Alors après, il y a la démarche dans le collège aussi. On travaille en équipe dans le collège, on essaie de créer une dynamique collective grâce à ma principale. Et c'est quelque chose d'important parce qu'arriver au travail en étant tous liés par un projet, c'est vrai, enfin je dis, bon, ça fait sourire, mais c'est de réalité. Arriver avec des démarches collectives, arriver avec des projets, je trouve que c'est le côté magnifique de l'école.